Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, Bobst est un grand groupe pour la région romande, mais au niveau international, ça reste un petit groupe. On parle de 2 milliards de chiffre d'affaires pour 6300 collaborateurs. Et je vais un petit peu passer en revue surtout les problèmes auxquels on a été confrontés et comment est-ce qu'on a réagi par rapport à ces problèmes. Peut-être juste en introduction, le groupe Bobst a été fondé en 1890. Il n'y avait qu'un site et 3 collaborateurs. C'était vraiment une petite imprimerie en fait à Lausanne. Et puis on a un Jean Bobst qui, très tôt dans les années 1900, a réussi à créer une machine qui découpait le carton ondulé. Et puis, un autre brevet qui était extrêmement, et qui aujourd'hui est encore un brevet évidemment du groupe Bobst, et où on est un peu les seuls à faire ce genre de choses, c'est si vous regardez le carton d'une boîte de pharma, vous avez des petits points en braille, de manière à ce que les aveugles puissent comprendre de quel produit il s'agit. Et la difficulté, c'est, le carton étant quand même quelque chose de sensible, c'est de créer ces petits trous sans qu'il y ait un trou et qu'il y ait un risque de contamination, en particulier dans le domaine du pharma. Et ça a été un des premiers brevets qui a été fait auprès de Bobst. Puis après, ils ont été vraiment très rapidement leaders des découpeuses de carton ondulé et de carton plat. Puis après, on s'est élargi, on est grandi et on a un autre substrat dans lequel on est, c'est le flexible. Je vous expliquerai un petit peu de quoi il s'agit. Alors, aujourd'hui, comme je disais, c'est 6300 employés. On a 21 sites dans le monde, mais en réalité, en termes de sites de production, on a 13 sites où on produit des machines. Alors, la plupart de ces machines, les usines, donc on fait vraiment toute la chaîne de production, ce n'est pas que de l'assemblage. Dans nos usines, on a vraiment la capacité de créer la machine en son entier, ce qui nous permet aussi de ne pas trop dépendre de nos sous-traitants et d'être capable, en cas de problème comme on a eu après le Covid, un problème logistique, de pouvoir produire nous-mêmes un certain nombre de pièces qu'on ne retrouverait pas nécessairement dans le marché. Nos sites de production sont évidemment, le site de base, c'était en Suisse, et puis en Europe, on a un site en Allemagne, on a un site en France, dans la région lyonnaise, on a 2 sites du côté de l'Italie, et un site en Angleterre. On n'est pas du tout en termes de cycle de production aux États-Unis. Par contre, le marché américain est un marché extrêmement important. Ça représente à peu près un demi-milliard. Et là-bas, on fait principalement du service de nos machines qui sont basées aux États-Unis, mais on n'a pas d'outils de production qui se trouvent aux États-Unis. Et puis, comme bien sûr, il a fallu à un certain moment rentrer aussi dans ce qu'on appelle le entry level, dans l'entrée de gamme auprès de nos clients, eh bien, on a eu un premier site en 1985 en Chine, à Shanghai, un autre en Inde, à Pune, qui nous permet, sur ces 2 bases chinoises et indiennes, de pouvoir aussi produire à des machines un peu plus low cost qui nous permettent de pénétrer dans ces marchés. En Chine, nous n'avions qu'un site. Aujourd'hui, on a déjà 4 sites. Et la plupart des sites qui se trouvent en Chine, c'est vraiment notre stratégie, on appelle ça China for China. C'est principalement des machines que l'on fait en Chine pour le marché chinois. Le marché chinois étant tellement grand qu'aujourd'hui, on vend autant de découpeuses rien qu'en Chine que dans le reste du monde. C'est pour vous dire à quel point la croissance de l'emballage est importante en Chine. Et on a mis longtemps, on a mis très longtemps, on hésitait beaucoup à aller en Chine. Mes prédécesseurs disaient que c'est en Chine, on ne va jamais gagner de l'argent parce que les prix des machines sont tellement bas que ce ne sera pas possible d'avoir des profits. Et puis le deuxième élément, en Chine, on vous copie, et dès le moment où on nous copie, on veut garder notre savoir-faire. En réalité, aujourd'hui, dès le moment où vous donnez des pièces de vos machines à faire auprès des sous-traitants, c'est sur le net. Et très rapidement, le net, les Chinois, ils sont aussi sur le net. C'est très facile pour eux de copier une pièce et de pouvoir refaire une machine, ou même peut-être acheter une machine, la démonter et la refaire. Ce sont des savoir-faire qu'ils ont aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une raison de ne pas aller en Chine. Et encore une fois, le marché étant tellement grand,
Il fallait que nous y soyons et nous n'avions absolument pas de part de marché quand j'ai commencé en tant qu'administrateur de Bob, c'est-à-dire dans les années 2008. Et aujourd'hui, on a 3 sites et on fait plus de 200 millions en Chine et on avait 0% de part de marché. Aujourd'hui, on a à peu près 25% de part de marché. Quelques chiffres. Donc j'ai dit on a juste pas atteint les 2 milliards. On aurait atteint les 2 milliards s'il nous était pas arrivé deux pépins l'année dernière. C'est une cyberattaque qui nous a coûté très cher. Et puis vous vous souvenez, il y a eu des inondations assez fortes sur l'automne de l'année dernière et nous avions des sites, comme je vous ai dit, en Italie, à Firenze. Et on a eu une inondation parce que le fleuve a débordé et on avait dans notre usine 1,20 m d'eau. 1,20 m d'eau dans les machines. La machine, vous pouvez la mettre, on peut rien en faire. On peut pas la désosser, sécher ou refaire. Donc on a perdu 38 machines en Chine. Si on avait pu livrer ces 38 machines respectivement, si on n'avait pas eu, bon, avec les scies, on arrive à faire beaucoup de choses, mais si on n'avait pas eu ça, on aurait dépassé les 2 milliards. On a un EBITDA de 185 millions, un EBIT de 147, ce qui nous fait, en termes de pourcentage de vente avec ces 147 millions, 7,5%. Nos ambitions, c'est d'arriver à atteindre en tout cas les 8%, et on pense qu'on peut atteindre 10% au niveau de l'EBIT sur le chiffre d'affaires. Autrement, on a aussi, on est une entreprise familiale. J'expliquerai un petit peu cette historique familiale. On essaye chaque fois de donner un dividende qui est substantiel. Le prix de l'action, lorsqu'on était en bourse, lorsqu'on a fait un going private, je vous raconterai aussi le going private, on était à peu près à 78 francs, donc 5 francs sur 78 francs. C'est un dividende assez raisonnable. Et ce qu'on essaye, c'est d'être très linéaire d'une année à l'autre, de servir en permanence ces 5 francs. Et puis, parfois, ça nous coûte un petit peu plus cher en termes, évidemment, pas plus cher, mais ça nous donne un ratio résultat fonds propres qui est un petit peu stagnant parce qu'on souhaite toujours avoir et donner à nos... En fait, nos actionnaires, comme ils sont familiaux, ce qui les intéresse avant tout, c'est de recevoir annuellement un dividende parce que la plupart habitent en Suisse et puis que sur la fortune, vous avez quand même un impôt qui est substantiel. Et si on ne donne pas de dividendes, non seulement ils n'ont pas de dividendes et donc ils ne peuvent pas se rémunérer, mais en plus, ils payent des impôts sur leur fortune alors qu'ils n'ont pas d'entrée. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à faire passer à nos actionnaires, raison pour laquelle on a décidé ces éléments-là. Et évidemment, on est très présent sur un certain nombre d'éléments liés au CO2, liés à l'environnement, l'écologie, l'éthique. Et donc, on a une société qui essaye vraiment de travailler beaucoup sur ces différents éléments. Alors, que fait Bobst? Bobst, je vous ai déjà dit un petit peu, travaille sur 3 substrats, le carton ondulé, le carton plat et le flexible. Mais on imprime ces substrats, on découpe, parce qu'il faut découper quand vous regardez le carton pour pouvoir avoir la forme, et on éjecte la partie dont on n'a pas besoin. Et troisième élément, on plie, on colle le carton de manière à ce qu'on livre auprès de nos clients un carton à plat, mais qui est prêt à être ouvert et qu'on peut remplir en fonction du type de clientèle. Et le type de clientèle, eh ben, c'est typiquement, il n'y a pas une boîte de P&G, de Procter & Gamble, de Cornflakes, le sandwich McDo, les boîtes de Nespresso, la boîte d'iPhone, tous les cartons qui emballent le champagne, le Rémy Martin, genre, dès que c'est un peu haut de gamme, dès que c'est un peu gaufré, qu'il y a un peu d'or, d'argent, les cigarettes, par exemple, tous les paquets de cigarettes, en principe, sont faits sur nos machines, parce que c'est extrêmement complexe, avec une passe sur une machine à des très hautes vitesses, d'être capable de pouvoir faire ce type de packaging qui est important. Si vous prenez à l'inverse un carton de banane Chiquita, on n'a pas besoin de machine Bobst pour faire ce type de cartons qui sont quand même assez grossiers et pour lesquels on a une impression, par exemple, pour Chiquita de mémoire jaune et bleu. Si vous prenez les grands dans le e-commerce, et si vous regardez vos packaging que vous recevez dans l'e-commerce, très souvent, il y a juste une impression en noir qui est relativement peu sophistiquée, avec des cartons qui sont assez standards, ce type d'emballage. Alors, évidemment, ils sont aussi beaucoup faits sur nos machines, mais on pourrait imaginer de les mettre sur des machines typiquement chinoises, qui sont nos concurrents les plus féroces. Il faut se rendre compte qu'on a mondialement
globalement 70% de part de marché mondial. Donc on est présent partout. Chaque fois que vous avez une usine Heineken, Coca-Cola, dans les 300 km de cette usine, vous avez une usine qui fait du carton, qui a nos machines et qui découpe le carton, le plie, le colle et l'envoie chez Heineken, qui en principe ne stocke pas, ils ne veulent pas stocker, c'est du vide, hein, ils ne stockent pas en principe ce matériel. Et vous avez toujours un intermédiaire. Typiquement en Suisse, c'est le groupe Model qui est le plus grand qui fait ce type de packaging. Donc il a plusieurs usines en Suisse et il livre à Migros, à Coop et à tout producteur de produits pharma, alimentaires, les drinks et ce genre de choses. Voilà un petit peu ce que nous faisons. Alors maintenant, je crois qu'on va avoir un petit film qui va vous présenter un petit peu plus. Ça dure très exactement 5 minutes. Et après, je reprends la parole. Hi, welcome to Bobst, a global company whose innovations have shaped the past, present, and future of an entire industry. Bobst designs and manufactures the advanced machines that make most of the world's labels and packaging. This cutting-edge facility is one of many Bobst packaging centers around the world where our clients can experiment with new technologies. It's just one of the many ways that Bobst serves the packaging industry as an innovator, shaping its future, a trusted partner, providing you, our customers, with peace of mind earned through decades of performance, and an established leader in every packaging category. Folding carton, flexible packaging, labels, and corrugated board. Our machines are so prevalent across the globe that if you're holding a package, chances are it touched a Bobst machine. Thanks. Founded over a century ago and privately held by Joseph Bobst Finance, the company has weathered the storms of history with exceptional resilience, strength, and a firm commitment to the future. So how has Bobst been able to lead an entire industry across 4 packaging categories for so many years? Well, first and foremost, by delivering uncompromising products that come from more than 130 years of experience, knowledge, and expertise. Take this Mastercut machine, the gold standard for die-cutting machines. Bobst began making iterations of machines like this back in the 50s. In fact, some of those early die-cutting machines are still being used in production sites around the world. I know, it sounds impossible, but not when you stop to consider the very simple fact that's never far from our minds. Bobst machines are crucial to your business. That's why we employ over 1,000 service engineers around the globe, continuously hire new talent, and train our people to develop new skills that support all 4 of our industries. Our customers have peace of mind. It comes from knowing not only they're buying a superior product, but they're buying one backed by superior service. In every country, in every language, we're there to provide 24/7 support. Bobst's advanced R&D capabilities in all 4 industries create synergies that allow us to tackle some of the most pressing needs of the packaging industry. We developed the Bobst Cluster to meet labels and packaging converters' needs. Its combination of reliability, flexibility, and scalability makes it the most reliable digital inkjet solution on the market. This passion for innovation is the same approach Bobst takes to meeting the challenges of the future. Welcome to the cloud, where Bobst Connect software helps our customers orchestrate their production. Bobst Connect is part of our vision for an intelligent future that brings connectivity, digitalization, and automation, improving customers' performance. And back in the real world, Bobst is directing its innovation to address the defining issue of our industry and our time: sustainability. We're bringing new practices and sustainable products, including recyclable, flexible packaging,
like this. So whether it is flexible packaging, labels, folding carton, or the corrugated box that takes all this to an e-commerce customer, we'll continue doing what we do best by building and supporting the end-to-end solutions that shape the future of our industry so that you can do what you do best by providing excellence in labels and packaging to your customers now and into the future. Voilà un petit peu la présentation de mon groupe. Peut-être un élément que je souhaite rajouter par rapport à ce que vous voyez ou ce que vous avez vu. Vous voyez ces découpeuses, pour vous dire la complexité de ce type de machine. Elle fait 800 fois en 1 minute, c'est 100 tonnes. Vous avez déjà découpé du carton pour que ça soit parfaitement droit. C'est donc une pression mécanique et un travail d'une machine et qui montre la compétence très suisse de la mécanique et de l'électronique qui a permis à BOPS d'avoir ce leadership. Et peut-être dernier point, parce que c'est la fin du film que vous avez vu. Avant, on était des vendeurs de machines. Aujourd'hui, on est des vendeurs de solutions. On est extrêmement présent dans le domaine du service, de l'intelligence artificielle, de manière à ce qu'on puisse, je prends un exemple de technologie, par le passé, lorsqu'on avait une machine au Kurdistan qui avait un problème, on envoyait un mécanicien au Kurdistan constater le problème, il revenait, il prenait une pièce de rechange, il retournait au Kurdistan pour mettre la pièce de rechange. Pendant ce temps-là, la machine, évidemment, ne fonctionnait pas, alors que ce sont des machines qui travaillent nuit et jour, 7 jours sur 7. Aujourd'hui, ils ont des lunettes Epson et on a un traducteur, lui, il parle évidemment au Kurdistan de manière à ce qu'on arrive à faire une traduction en anglais pour nos mécaniciens ici. Ils visualisent où se trouve la panne, ils visualisent si c'est vraiment la mauvaise pièce ou la bonne pièce, parce qu'on a évidemment des machines qui sont extrêmement différentes d'un continent à l'autre et liées aux différentes acquisitions qu'on a entreprises, de manière à bien identifier la pièce, d'envoyer la pièce et de faire en sorte qu'un mécanicien qui soit sur place puisse remplacer cette pièce sans qu'on ait à envoyer une personne. Et pour faire ça, il faut pouvoir être connecté avec toutes nos machines, avoir des émetteurs et des récepteurs à tous les niveaux de notre machine, de manière à, aujourd'hui, on arrive sur toutes nos machines, sur un iPhone, à pouvoir contrôler sa productivité ou sa non-productivité et comment est-ce qu'on peut améliorer ça auprès du client. Voilà, je rentre dans le vif du sujet, c'est dans une entreprise qui, a priori, va bien et qui est leader dans le monde, elle subit quand même des fronts contraires, parfois extrêmement difficiles. Et je pense que vous voyez ici les deux courbes, on le voit bien ici, c'est en haut le profit. C'était une entreprise qui n'avait jamais perdu d'argent. Et vous voyez, on est en 2009. Vous vous souvenez, 2008, c'est les subprimes. Et avec l'effet des subprimes, en ce temps-là, on faisait à peu près 1,7 milliard de chiffre d'affaires. En 10 mois, on a passé de 1,7 milliard à 1 milliard. On a perdu 700 millions de machines. On vendait, pour ainsi dire, plus aucune machine. Avec 30% de marge, vous arrivez à une perte de 175 millions que l'on voit en 2009. Donc il a fallu très rapidement se restructurer pour survivre. Évidemment, la première problématique où on était confronté, c'est que pour restructurer, il a fallu réduire des effectifs. Juste pour vous donner l'ampleur de la chose, comme en Suisse, on est extrêmement exposé aux francs suisses et que nos coûts étaient extrêmement élevés. En ce temps-là, nous avions 2500 collaborateurs et on a licencié 750 collaborateurs en 2 ans. Et le défi que nous avons pris en licenciant ces 750 collaborateurs, c'est qu'ils savaient
quelle activité allait tomber et qu'ils allaient perdre leur job après 2 ans. Donc il a fallu les accompagner et on a fait en sorte que sur ces 750, en réalité, il y a 680 de ces collaborateurs qui ont retrouvé un emploi. 75 et 70, les 75 de différence ne sont pas restés sur le carreau, c'était principalement des pré-retraites. Donc des gens qui ont préféré se dire, bon, il me reste 1 année, 2 ans, 3 ans arriver à la retraite et je préfère me mettre en pré-retraite et de voir ce que l'entreprise peut faire pour faire en sorte que cette pré-retraite soit quand même acceptable. Donc on a énormément travaillé ici en termes de restructuration. On a profité dans cette restructuration aussi de déménager. On avait un site un peu en ville, Prilly, et un site à Mai. On a évidemment réuni tout le monde sur le même site. Et on avait en ce temps-là 12 marques différentes. On a tout mis sous une seule marque. Donc on a vraiment essayé d'utiliser les synergies. On a profité, en fait, d'un vent contraire, d'une difficulté pour mener des restructurations qu'on n'aurait probablement jamais menées si la société avait continué à être pérenne, avec des profits corrects. Et on n'aurait jamais pu prendre les mesures qui nous ont permis, on le voit, en 3 ans, à revenir à un résultat de 27-50 millions. Et puis, le passage de 118 à 43 qui remonte à 99 millions, bah, c'est tout simplement la problématique qu'on a, comme tout Suisse auquel on a été confronté, c'est la problématique de l'euro franc suisse, où on a passé de 1,65 à 1 franc pour remonter à 1,20 sur le change. Et en ce temps-là, 70% de nos coûts du groupe étaient basés en Suisse. Et donc, on avait une balance dollar, euro, franc suisse totalement inégale qui faisait que notre profitabilité s'est très vite dégradée, a eu pas mal de problèmes. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, on a une balance naturelle entre ce qu'on achète en euros et ce qu'on vend en euros. Évidemment, le marché suisse, ça représente 2% de notre chiffre d'affaires, donc c'est très petit, hein, on ne vend pas en Suisse, par contre nos coûts sont là. Et on a toujours voulu, et ça a toujours été notre intention de rester en Suisse, non seulement parce que c'était notre base et nos origines, mais aussi parce que nos actionnaires sont suisses, et puis on a essayé, on est arrivé à se battre, comme d'autres Suisses, à malgré cette problématique, réussir à affronter cette problématique. Comme je disais, en même temps, on a profité de n'avoir plus qu'une marque, parce que Bobst était en fait une société qui a acquis un grand nombre de sociétés et qui, comme elles fonctionnaient bien, elle les a laissées sur une marque qui était différente. Il y avait en France la société Martin, en Italie la société s'appelait Rotomec, et chaque fois c'était des technologies, des marchés, et puis les Rotomec c'était pas les Bobst, les Martin c'est pas les Rotomec, en fait tout ce que vous pouvez imaginer à l'intérieur d'une entreprise. D'ailleurs la résistance en termes de logo, de marque, elle était plutôt à l'interne qu'à l'externe, parce que les clients, ils ont tout de suite compris et dit, bah oui, de toute façon, moi je veux travailler avec un Bobst, avec le service Bobst, c'est tout. Alors, les particularités de Bobst et les facteurs de succès, donc comme je l'ai dit, nous avons une part de marché extrêmement importante. Donc déjà, de garder notre part de marché, c'est une bonne chose, sachant qu'on est attaqué principalement par des sociétés chinoises qui copient, mais vraiment, quand je dis copie, même le code couleur, le gris, le rouge de nos machines, et même le nom de la machine est identique en Chine. Par contre, quand on regarde un petit peu, on voit qu'il y a un petit peu moins quand même d'électronique, qu'il y a des éléments et des options qu'on ne retrouve pas sur ces machines. Mais les Chinois progressent et sont de mieux en mieux, de plus en plus forts, en particulier parce qu'ils ont la compétence dans l'électronique, ils ont la compétence dans la mécanique, et ils ont construit une machine industrielle qui est extrêmement performante, et on se méfie, on doit faire très attention aux Chinois. Là où on est évidemment très fort par rapport aux Chinois, c'est que c'est pas tout de faire une bonne machine, après il faut la vendre partout dans le monde et assurer la maintenance et le service. Et évidemment,
évidemment, ils n'ont pas les réseaux que nous on a, puisqu'on a des décennies d'expérience un peu partout dans le monde. Donc on a partout dans le monde des hubs, on a partout dans le monde des équipes qui sont capables d'aider nos clients en cas de problème, ce qu'une entreprise chinoise aujourd'hui n'a pas, mais demain, elle pourrait avoir. Une société suisse dans l'industrie et qui souhaite le rester, je vais vous prendre un exemple qui est l'exemple des banques. Dès le moment où vous êtes une PME suisse industrielle, eh ben, vous n'êtes pas très intéressant pour une banque. Donc elle ne va pas nécessairement vous faire confiance, avoir, je dirais, le même attrait que par exemple une société qui est dans le luxe et qui aura des marges aussi plus importantes. Nos marges sont évidemment plus faibles qu'une marque horlogère, mais on existe depuis 1890, on croît en permanence et on fait quand même de la profitabilité. Par contre, les cycles industriels sont beaucoup plus longs. Quand on lance une nouvelle machine, entre le moment où on a décidé, on l'a configurée et on la lance sur le marché, c'est un minimum de 7 ans. Ça prend donc du temps, donc il faut attendre 7-8 ans pour savoir si l'innovation était la bonne. Le fort ancrage familial est aussi un élément important parce que ça nous permet, alors comme je l'ai évoqué rapidement, nous étions en bourse, on n'a jamais vraiment profité des capacités financières d'une société en bourse, donc on a décidé de sortir de bourse. Quand j'ai repris j'étais administrateur, parce que je suis aussi administrateur délégué de la holding familiale. Et lorsqu'on a décidé de croître et de décider d'investir encore plus et de convaincre nos actionnaires d'investir encore plus dans cette entreprise, en ce temps-là, on avait 43% de la société. Petit à petit, on a acquis sur le marché quand on était coté pour arriver à 53%, et on a fait un passage de 53% à 85% en faisant un going private, en délistant notre entreprise, en sortant de la bourse de manière à être de nouveau une société privée, je dirais, ce qui nous permet de moins montrer nos chiffres à nos concurrents, et puis évidemment, ça nous permet aussi à nos actionnaires d'avoir passé de 53 à 85%. Alors, il a un peu de dette, évidemment, ça ne s'est pas fait sans dette, mais comme la capacité, la rentabilité de l'entreprise est là, eh bien, on peut, dans un laps de temps raisonnable, rembourser cette dette. Et continuer à avoir cette vision suisse et à long terme avec ces cycles industriels qui sont souvent extrêmement longs. Et comme je l'expliquais, entre autres avec les Chinois, c'est un marché, puisqu'on a 70% de parts de marché, vous imaginez bien qu'on est attaqué par de nombreux concurrents. Alors j'ai parlé des Chinois, mais il y a encore 2 autres pays en Europe qui ont une longue tradition dans le domaine de la mécanique électronique, c'est l'Allemagne et l'Italie. Et on a donc pas mal de concurrents qui se trouvent en Italie et en Allemagne. Et la plupart des concurrents, qu'ils soient chinois, allemands ou italiens, nous attaquent sur une technologie avec un substrat. Nous sommes les seuls à pouvoir et à avoir décidé stratégiquement d'offrir toute la palette du packaging, donc avec les 3 substrats que j'évoquais, respectivement l'impression, la découpe. Et vous avez souvent un concurrent qui fait que de l'impression dans un certain domaine, qui fait une technologie qui est spécifique à un marché, alors que nous, on est très large. Alors maintenant, les facteurs clés de succès. Alors, quand on a perdu, vous imaginez, 180 millions de pertes, ce qu'on s'est dit, la première chose qu'il faut sécuriser, puisqu'on va restructurer l'entreprise, c'est le cash. Et moi, la règle de toutes les entreprises que j'ai et que je donne à chaque fois à tout le monde, c'est cash is king. Le cash est extrêmement important. Si vous n'avez plus de liquidité, vous pouvez avoir tous les bons produits que vous voulez. Une fois que vous êtes sec, il n'y a personne qui va vous aider. Même les actionnaires diront, attendez, vous êtes gentil, mais de remettre au panier alors que vous êtes en perte, que j'ai pas de visibilité, ça me pose problème. Donc, la première chose que l'on a fait, alors, on était coté, c'était peut-être un petit peu plus facile de le faire, encore qu'aujourd'hui, on arrive à le faire, c'est qu'on a très rapidement décidé d'émettre un emprunt qui nous a sécurisé pour 250 millions de francs, qui correspondait à presque 2 fois les pertes
qui étaient les pertes de l'année que vous avez vues. 170 millions, on tient, évidemment, si on double, ça fait 340 millions, mais avec le cash qu'on avait, les 250 millions, ça nous a vraiment permis de pouvoir faire la restructuration, de dormir tranquille, de ne pas avoir à toujours aller chercher l'argent, parce que ça, c'est la grosse problématique. Et donc, c'est pas seulement en ayant un bon, mais c'est d'aller chercher, de s'entendre avec les fournisseurs pour allonger les plans de paiement, c'est de se battre avec l'interne pour faire en sorte qu'on investisse et qu'on réduise les coûts d'une manière la plus intelligente possible et de faire en sorte d'être extrêmement raisonnable dans les dépenses pour faire en sorte que ce cash dure le plus longtemps possible, parce qu'on sait quand la crise commence, on ne sait jamais comment elle finit. Le Covid, personne n'a imaginé combien de temps ça durerait, et ça peut durer très longtemps, et il faut pouvoir tenir très longtemps. Et encore une fois, ce qui vous coule, c'est le manque de liquidité. D'avoir un actionnariat qui comprend les cycles industriels. À l'inverse, on prend souvent l'exemple des États-Unis, des Américains, qui ont souvent un regard sur le cours de bourse et la profitabilité au trimestre. Alors nous, on a une vision quand même à relativement long terme. Nos cycles sont de 5 à 10 ans. Donc on est dans une logique où il faut que l'actionnaire comprenne que même si parfois on a des difficultés, ça va revenir et on continue à investir. Il faut savoir qu'en termes d'investissement, une entreprise comme Bobst, chaque année, elle investit 70 millions, 70 millions pour faire principalement des réflexions sur l'innovation et devenir, parce que c'est là où le marché nous attend, avec les innovations de demain. Par exemple, le digital, si on regarde aujourd'hui comme on imprime avec des flexos, avec des équipements qui sont très lourds, avec à chaque fois un changement de décor, couleur par couleur. Avec le digital, si on arrive à atteindre les vitesses et la qualité que l'on a dans le flexo, et ce qu'on arrive maintenant à faire, eh ben, on est comme une photocopieuse où on peut faire la photo de chacun d'entre vous et puis directement l'imprimer sur un carton et un emballage avec LinkJet. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Après, il faut le maîtriser parce que vous avez quand même énormément de difficultés liées à l'environnement. Un carton, c'est pas un produit standard, c'est chaque fois un produit recyclé. Et s'il est recyclé, il est évidemment différent au nord de la Suisse qu'au sud de la Suisse, qu'en Italie et qu'en Chine. L'humidité, le carton déteste l'humidité puisqu'on l'empile, elle est totalement différente en Thaïlande par rapport à l'Arizona. Donc il faut pouvoir maîtriser les encres, l'humidité du substrat et puis les vitesses de passage du carton. Donc c'est très complexe. Ça semble simple comme technologie, mais en réalité, il y a énormément d'innovation et d'intelligence. Et là, je reviens à la Suisse. La chance que nous avons, c'est nos universités, et on a la capacité d'avoir des gens extrêmement de très haut niveau. Le seul problème, c'est que souvent les jeunes, ils sont plus intéressés à Google qu'à Bobst, donc ils ont plutôt tendance à aller à Zurich chez Google, et ils n'imaginent pas que chez Bobst, on a plus d'une centaine de personnes qui travaillent sur des logiciels, qui travaillent sur l'intelligence artificielle pour faire en sorte qu'on innove en permanence et qu'on amène des prestations qui sont utiles pour nos clients. Voilà, donc j'ai parlé d'innovation et puis des machines. Je vais peut-être m'arrêter là de manière à ce qu'on puisse un peu échanger entre nous et puis surtout répondre à vos préoccupations personnelles ou d'entreprise, de manière à ce qu'on échange en termes d'expérience, sachant qu'on a connu, comme je le disais, quand même pas mal de crises. Et les dernières crises qu'on a connues, évidemment, on l'a tous subi le Covid. Alors, à l'inverse de beaucoup d'entreprises, l'avantage du Covid, c'est qu'on a eu beaucoup de e-commerce et donc de consommation à distance, donc de packaging. Et nous, la fin du Covid a été les plus belles années pour Bobst parce qu'on n'a jamais emballé autant, puisque les gens ne se rendaient plus dans les magasins, mais se faisaient livrer du packaging. Alors, c'est vrai, souvent du packaging comme je le disais, très simple, très standard, mais aussi du packaging très compliqué. Et de plus en plus, on peut imaginer que demain, on ait ce qu'on appelle du packaging à la demande, c'est-à-dire qu'on puisse emballer un ballon avec un packaging rond et non carré, et qu'on puisse mettre en place des systèmes logistiques qui permettent de faire en sorte que le contenant corresponde au contenu et qu'on évite de transporter du vide. Si vous regardez, il y a souvent, quand vous recevez un paquet, quand même beaucoup de vide à l'intérieur.
et tout ça coûte énormément à notre système logistique mondial. Voilà.